Alors c'est une belle phrase qui a été tirée d'un livre de Fabrice Adjadj. Et donc on vous invite à l'eau vive à réfléchir sur ce thème. Et donc nous avons ce soir Jean Caron qui va nous y aider. Et donc comme cette phrase vous le dit, nous allons aborder les grands bouleversements inhérents à notre époque, technologiques, scientifiques, économiques, médicaux, géopolitiques, culturels, voilà, qui influent notre rapport à notre monde, au temps, à la matière, aux relations humaines. Il y a une attention particulière lors de nos prochaines conférences qui sera portée à la digitalisation de notre quotidien, à ce rapport à l'informatique, l'ubérisation de notre société. Et on voulait aussi, et vous le comprenez avec cette phrase, l'aubaine, aborder ces sujets sous l'œil d'un constat, de repères qui vont nous aider à comprendre, de prudence que nous allons pouvoir développer, de points qui vont être des bases pour une créativité. Donc, non, ce n'était pas mieux avant. Est-ce que le futur est meilleur ? Peut-être. En tout cas, il y a une vraie question qui est pour nous aujourd'hui, cette question de l'aubaine, d'être né en ce temps. Et pour ce soir, nous en avons posé une qui est très épineuse. Nous sommes très contents que M. Caron ait décidé d'y répondre pour nous. Moi, je n'avais pas le choix. Qu'est-ce qu'être né en ce temps ? Donc Jean Caron, ancien élève de l'ENS, agrégé de philosophie, professeur en classe préparatoire à Danielou, au séminaire de Versailles, c'est-à-dire à Chatou, dans les salles de l'eau vive. Je suis un petit peu chez moi, là, voilà. Diacre permanent au diocèse de Versailles. Voilà, j'ai repris une phrase, passionné de la formation des jeunes et désireux de voir découvrir celui qui donne sens et élan à leur vie. Je lui laisse la parole. Merci. Je continue là. Ah, non. Merci beaucoup. C'est vrai que je me sens bien au milieu de vous. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec moi ce soir pour me soutenir. Parce qu'on m'a quand même donné un sujet imposé un peu difficile. Je vous dirais que j'ai hésité un peu. Comment est-ce que je vais prendre ça? Parce que vous avez vu l'immensité du truc. Alors heureusement, je suis rassuré parce que je suis au début de quelque chose. Et donc, je ne suis pas obligé de tout terminer. Les copains qui viendront après pourront aller plus loin. Moi, j'ai seulement à mettre en route le groupe que vous allez former toute l'année en venant de temps en temps suivre des conférences sur cette thématique-là. Et je voudrais d'abord un peu introduire les choses. Vous m'entendez là? Oui. Voilà, je ne me rends pas compte. Donc, je vous dis tout de suite que je vais faire un topo, hein, en m'appuyant un peu sur des images pour que les choses soient claires et que ça ne fasse pas trop cours de philo. Hein. Et puis ensuite, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse dialoguer un peu, que vous puissiez intervenir, poser des questions. Si un mot, parce que les philosophes utilisent des termes techniques comme tous les professionnels utilisent des termes techniques dans leur boulot, si jamais un mot est trop incompréhensible, vous avez le droit de lever les mains et de me dire non, est-ce que vous pouvez définir ce terme-là, hein? Parce qu'on a toujours tendance à utiliser du jargon sans s'en apercevoir. Alors vous voyez bien que vous commencez un cycle hein, qui s'appelle l'aubaine d'être né en ce temps. Hein. Et donc c'est une bonne nouvelle que vous allez découvrir ce soir, parce que c'est pas évident de dire spontanément que notre temps c'est une aubaine. On essaie de comprendre ce que ça peut vouloir dire. Et moi j'ai un peu la responsabilité de faire la première conférence qui consiste à faire un petit peu un diagnostic à partir de ce que je suis, moi prof de philo, donc lecteur de philosophe. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie de cette situation historique qui est la nôtre? Alors on sait bien que, qu'est-ce que ça veut dire être né en ce temps? On appartient à plusieurs générations. Est-ce que nous sommes tous du même temps?
On pourrait en discuter, je ne vais pas rentrer trop longtemps là-dedans, mais vous sentez bien que selon les générations auxquelles nous appartenons, nous n'avons pas forcément la même représentation de notre temps. Et il faudrait entrer dans une complexité plus fine. Mais vous sentez que le titre, l'aubaine d'être né en ce temps, vient donc de ce bouquin de Fabrice Adjadj que vous pouvez lire. C'est une conférence pas très longue et qui est très intéressante et tonique. Et on va donc faire un salut à celui qui a donné l'expression, l'aubaine d'être né en ce temps. Et vous avez vu, le sous-titre est assez étonnant, c'est « Pour un apostolat de l'Apocalypse ». Et l'Apocalypse, on a toujours tendance à penser que c'est plutôt la mauvaise nouvelle, l'Apocalypse de Jean. Et l'Apocalypse, c'est évidemment ce texte assez étonnant où des communautés chrétiennes qui avaient l'impression de vivre un peu la fin du monde à cause des persécutions étaient invitées à regarder vers de l'espérance, à regarder vers quelque chose qui donne sens, pour être là où ils étaient témoins de cette espérance. Et c'est dans cette optique-là, moi je vais aller un peu sur d'autres terrains, mais c'est dans cette optique-là que Fabrice Adjadj parle. Et j'ai juste photographié la 4e de couverture, qui donne toujours un peu l'idée de la thèse. La foi en Dieu, donc lui parle en chrétien, Fabrice Adjadj, implique la foi en l'aubaine d'être né dans un tel siècle et au milieu d'une telle perdition. On verra si ces termes valent. Elle commande une espérance, c'est ça qui m'intéresse moi, qui dépasse toute nostalgie et toute utopie. Vous voyez, deux figures possibles du rapport à l'histoire, une figure dominée par la nostalgie, ah comme c'était mieux avant, comme on aimerait bien revenir à d'autres époques. Nostalgie en grec, c'est un mot qui veut dire maladie, vous reconnaissez algie comme dans cruralgie ou je ne sais quoi, et nostos qui veut dire le retour, le mal du retour, vouloir revenir à un statut dépassé. Et la nostalgie, c'est un sentiment qu'on a quelquefois, ça s'appelle vieillir, et qui paralyse fondamentalement. Et peut-être que, particulièrement en France, on est dominé parfois par cette idée « Oh, qu'est-ce que c'était mieux avant ?» qui empêche de s'inscrire dans le présent et qui empêche d'inventer l'avenir. Et puis, il y a une autre dimension, l'utopie, qui est tout aussi mauvaise. L'utopie, c'est partir dans des idéalisations qui n'ont aucun rapport avec la réalité historique dans laquelle on s'inscrit. L'utopie, c'est aussi un mot grec, génial le grec, ça veut dire le lieu, topos, qui n'existe nulle part. Voyez ? Et l'aubaine d'être né en ce temps, ça veut dire je suis inscrit dans une histoire, mon temps, c'est mon temps, je ne peux pas faire autrement que d'être né dans une époque, et l'enjeu fondamental est d'essayer de donner sens à l'époque dans laquelle je suis pour y inscrire une action. Et ce comportement, cette attitude est fondamentale pour le bonheur, fondamentale pour rendre possible un dynamisme, fondamentale pour annoncer une espérance. Et alors je continue, nous sommes là, c'est donc que le Créateur nous veut là, nous sommes en un temps de misère, c'est donc le temps béni pour la miséricorde, il y a un petit peu le jeu de mots qui est pas mal, il faut tenir notre poste, tenir notre place, tenir notre poste, veilleur, être là où nous sommes, implantés que nous sommes dans un temps, dans une époque, que nous n'avons pas choisi mais que nous devons rendre féconde, c'est ce que dit Fabrice Adjadj, il faut tenir notre poste et être certain que nous ne pouvions pas mieux tomber. Et Fabrice Adjadj, vous voyez, donc c'est un peu la méthode Coué, vous allez me dire, voilà, nous sommes dans une époque et cette époque est forcément la meilleure pour nous puisqu'on ne serait pas ce que nous sommes si on n'était pas né dans cette époque. Notre époque nous fait. On ne peut pas imaginer se déraciner de son époque et aller dans une autre époque. Cette époque, c'est la nôtre, et il nous est demandé d'essayer de donner du sens à cette époque. Mais vous comprenez bien que ça serait vrai pour toute époque. On dit bien si on était né au 15e, au 18e siècle, au 20e siècle, au 3e siècle, etc., etc. Et moi, je vais essayer un peu non pas de dépasser Fabrice Adjadj, mais d'essayer de donner au titre que vous avez choisi, que les organisateurs qui ont beaucoup réfléchi, etc., ont donné à notre thématique d'année, essayer de dire qu'est-ce que ça veut dire être de notre temps, de ce moment très particulier de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, qui en gros est notre époque commune. Et du coup, si j'avance encore, vous voyez, je voudrais vous faire remarquer, c'est toujours intéressant de regarder les mots. Ce mot aubaine est très très bizarre. Et je ne sais pas si quand vous avez choisi le mot aubaine, vous avez réfléchi à ça. Et aubaine, ça vient d'un mot qui est aubin, qui veut dire étranger appartenant à un autre banc. Aubin.
Et c'est un mot de droit, d'Ancien Régime, le droit d'aubaine. C'était la succession aux biens d'un étranger qui meurt dans un pays où il n'est pas naturalisé. Quand on dit un étranger meurt, il a des biens, à qui reviennent ces biens? Et vous voyez que le sens de droit de recueillir cette succession. L'aubaine appartenait au roi ou au seigneur. Le droit qu'avait le roi ou le seigneur de s'approprier le bien de l'étranger. D'où, à partir de là, le sens figuré qui va être le nôtre, l'avantage inespéré qui arrive à quelqu'un. Alors, je me permets juste de vous mettre dans un coin de la tête le rapport entre l'aubaine et l'étranger. Nous sommes dans une époque où, très probablement, la réalité qui nous entoure nous est perçue comme un peu étrangère. On ne s'y retrouve pas. Et les étrangers, parfois, nous font peur même. Vous voyez ce que je veux dire? L'aubaine, ça veut dire que cet étranger, cette étrangeté, cette étrangèreté, c'est peut-être une chance inespérée si on est capable d'en hériter. C'est-à-dire de rendre ce caractère étrange de notre temps familier, pour le comprendre. Vous voyez? Et donc, je dis juste, l'aubaine d'être né en ce temps, c'est peut-être l'invitation à regarder un temps qu'on a du mal à aimer, qu'on a du mal à accueillir, qu'on a du mal à comprendre parce qu'il nous est étrange, étranger, peu familier, on aimerait bien qu'il soit autrement, et de comprendre qu'à certaines conditions de réflexion, d'étonnement, ce caractère étrange de notre époque peut être perçu par nous comme une chance. C'est à cette invitation, c'est cette invitation que je vous fais, que je nous fais. L'aubaine d'être né en ce temps, ça pourrait être, on hérite de quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui au départ nous paraît un peu étonnant et déconcertant, cette époque un peu bizarre dans laquelle nous sommes engagés. On a parlé de technologie, on a parlé du numérique, on a parlé d'ouverture du monde, on a parlé de complexité. Ça, c'est quelque chose qui peut-être nous inquiète parce qu'étrange, et on est peut-être invité, chacun d'entre nous, à essayer de faire un effort pour comprendre ce que ça veut dire, plutôt que d'avoir peur, et d'essayer d'en faire quelque chose qui devient une chance. Vous voyez mon truc? Ça va? Ça peut pas perçu mon truc sur le droit domaine? Un peu bizarre? Tiens, on a appris un mot pendant cette conférence. Quelle aubaine d'être venu! Et alors, vous avez vu que l'aubaine d'être né en ce temps, c'est un cycle qui vous est proposé. La prochaine conférence va creuser ce qui est en bas, notre rapport au changement géopolitique et climatique, les flux migratoires dans l'histoire, vous voyez. Quelle aubaine d'être dans un monde où il y a des migrations. Oh la zut! Oh là 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 là, c'est horrible mon truc. J'aime pas être à l'étroit comme ça, mais ça va aller. Voilà. Oh non, c'est pas ça, c'est que la petite. Notre rapport au changement géopolitique, vous allez voir qu'il va y avoir un certain nombre de conférences, ça ne sera peut-être pas exactement cet ordre-là, mais notre rapport au temps, qui peut nous paraître un peu complexe, accélération inévitable, quête de jouissance du temps présent, notre rapport à l'espace, l'internationalisation de la jeunesse, l'ouverture du monde, etc., les métissages culturels que ça implique, notre rapport au savoir autour des révolutions numériques, etc., etc. C'est tout ça que vous allez travailler cette année et très probablement d'autres choses un peu du même domaine l'année prochaine. Donc c'est un truc assez immense d'essayer de percevoir cette mutation dans laquelle nous sommes. Hein. Je ne vous apprends rien, nous sommes dans une très très grande mutation. Stuart Mill au XIXe siècle disait qu'il y avait deux types d'époques. Des époques qu'il appelait des époques organiques, qui étaient assez tranquilles, dans lesquelles il y avait un consensus de lecture du monde. Les hommes, à l'intérieur d'une société, étaient d'accord pour comprendre le monde d'une certaine manière. Et du coup, chacun se mettait d'accord et le sens était là. Et la transmission du sens et des valeurs se faisait sans difficulté. Et puis, il y a des époques qu'il appelle des époques de crise, où, sous l'effet de grandes mutations, tout d'un coup, le monde se retrouve brouillé, compliqué, sans qu'on ait l'impression de pouvoir le lire. Le monde devient illisible. Et à ce moment-là, évidemment, ça produit des crispations, des débats, des tensions, des oppositions.
Et le rôle du philosophe, à ce moment-là, je vais essayer de faire un petit peu ça avec vous ce soir, nous allons tous devenir philosophes, le rôle du philosophe, c'est d'essayer d'amener au sens pour rendre lisible une époque, d'essayer de comprendre que derrière ces brouillages, c'est en réalité un nouveau monde qui est en train de se construire, que derrière ce qui semble être une disparition, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître. Et Hegel, le philosophe Hegel, disait que le rôle de la philosophie, c'était d'amener au sens son époque, d'essayer d'élever au sens une époque qui, sans la penser, est peut-être illisible. Du coup, j'ai mis quelques images. J'ai regardé la presse de ces 3 derniers jours, puis je me suis dit, attends, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a Calais. Comment est-ce qu'on comprend ça? Il y a le Brexit. Il y a ce jeu bizarre que moi, j'avoue ne pas bien comprendre, quand je veux faire par maison, le Pokémon Go. Il y a ce truc extraordinaire des Jeux paralympiques, grâce au progrès des sciences et des techniques, la capacité qu'ont des gens de se relever, de produire des exploits. Moi, je trouve cette image absolument extraordinaire du gars qui soulève sa petite carriole parce qu'il a gagné une médaille aux Olympiques. Et puis, il y a les guerres, les conflits, etc., qu'on est absolument incapable de lire. Et je me suis dit, mais comment je vais parler à ces gentils catholiens, croatiens, comment on dit? Croissillon du jambon. Croissillon, c'est bien. Il y a même des maisons dans la Lafitte. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais quand même pas passer en revue tous les éléments de notre époque dans une espèce de catalogue à la Prévert. Et je me suis dit, je vais pas non plus passer en revue tous les philosophes de notre temps, tous ceux qui nous aident à comprendre un peu les influences, etc. Vous les reconnaissez peut-être, vous pouvez mettre des noms autour de tout ça. C'est, à mon avis, des penseurs qui nous aident à penser cette époque-là, notre époque. Et très souvent, la place de la philosophie n'est pas suffisamment centrale. Bon, je le dis parce que c'est mon boulot, mais il y a des textes qui nous aident à comprendre, il y a des textes qui nous aident à espérer. Oui, Michel Henry, Emmanuel Lévinas, Amartya Sen, Paul Ricoeur, Habermas, Gilles Deleuze, Derrida, Jean-Luc Marion, Onfray, Jonas, Michel Serres, Simone de Beauvoir. Et alors, du coup, je vais vous proposer ce petit cheminement. Et vraiment, je voudrais que vous voyez bien ce que je vais vous proposer. Voilà, vous êtes ma classe de ce soir. Je voudrais faire une hypothèse avec vous pour comprendre et dialoguer avec notre temps. Je pense que aujourd'hui, il y a un effort fondamental qui consiste à essayer de mettre en relation les gens qui cherchent du sens. Et que probablement un lieu comme l'Ovid peut être un de ces lieux-là, où des gens, rapprochés par la proximité, se rencontrent pour des intérêts communs, avec comme seul désir, essayer d'introduire du sens, produire du sens collectif. Et vous savez bien que c'est autour de ça qu'il y a des pannes aujourd'hui très très grandes. Bon. Et je voudrais vous proposer cette hypothèse. Il a existé, si on regarde la longue durée, depuis la Renaissance, tout un mouvement qu'on a appelé le mouvement de la modernité, l'avènement de la modernité. Dans ce mouvement de la modernité, vous avez eu la constitution d'une vision du monde cohérente, qui a constitué l'Occident, dont on sait que la Renaissance a été le point de départ de l'expansion. Et cette vision du monde, elle s'est fondée sur une série de valeurs que je voudrais regarder avec vous. Valeurs qui permettaient de donner du prix aux choses et qui permettaient de rendre possible une lecture du monde. Et je voudrais qu'on essaie de les... Bon, on ne pourrait pas tout développer, mais qu'on essaie de les voir ensemble. Et puis, évidemment, ce qui s'est passé ensuite, étape 2, c'est que cette modernité, elle est entrée en crise sous l'effet de contestations très fortes, de penseurs qui ont vu tout l'impensé de ces valeurs, qui ont introduit un questionnement, une complexité. Ça, c'est l'étape 2. Remise en question et mise en crise de ces valeurs. Et le résultat de cette deuxième étape qui nous constitue, il y a une partie de nous-mêmes, que nous le voulions ou non, qui a été construite par ces valeurs, c'est pour ça que nous sommes des êtres de la fin du XXe siècle, et du début du XXIe, et qu'il y a toute une partie de nous aussi qui a entendu les critiques de ces valeurs. Et du coup, nous ne savons plus très bien où nous en sommes, le monde est devenu illisible, nous avons du mal à penser ensemble
des valeurs communes. Et je crois, alors vous allez me dire que je suis optimiste, non, ça. Madeleine Danielou, moi je suis dans l'établissement Madeleine Danielou, disait qu'on ne devait jamais confier à un pessimiste la tâche de l'éducation. Donc un professeur, c'est par définition un optimiste, puisqu'il essaie de faire croître des gamins. Et si vous ne croyez pas qu'ils sont capables de faire mieux, bon, il vaut mieux faire un autre boulot. Et l'étape 3, c'est celle dans laquelle nous sommes, qui consiste, une fois qu'on est dans cette situation de d'illisibilité du monde, d'essayer, et ça c'est une aubaine, de reconstruire du sens. Ça c'est ça l'aubaine de notre temps. On est dans un monde où nous ne pouvons pas ne pas chercher à construire du sens. Parce que si nous ne cherchons pas des solutions collectives, nous restons dans une situation de crise qui est une impasse. Et que tous les gens de bonne volonté comprennent qu'il est fondamental d'essayer de s'unir pour relancer une aventure collective qui suppose des valeurs communes, vers une nouvelle recherche. Quelle voie, quel accomplissement. La nécessité de reconstruire, je vais essayer de dire ça, c'est ça l'aubaine. Nous sommes dans une époque, c'est ça notre époque, où il nous est demandé, et si possible aux hommes politiques qui vont demander nos suffrages dans quelques mois, d'essayer de retrouver du sens collectif à partir d'une situation dont on peut dire qu'elle a été, ça a été le cas du XXe siècle, une période d'épuisement du sens. Et cette post-modernité dans laquelle nous sommes, c'est à la fois, version négative, une époque d'épuisement et de destruction de beaucoup d'idéaux, on va essayer de voir ça, et en même temps, et c'est ça qui est génial, c'est quelque chose qui nous impose des nouvelles configurations. Ça va à peu près mon truc ternaire, vous savez qu'il y a toujours 3 parties dans une copie, hein, comme il y a 3 personnes en Dieu. Alors du coup, première étape, compris? Première étape, voilà, je dirais première étape, et puis deuxième étape, troisième étape. Donc première étape, essayer de comprendre que nous sommes tous qui sommes ici, nous sommes le résultat d'une aventure collective qui est apparue à la Renaissance et qui a nos modernités et qui a constitué en nous un certain nombre de valeurs. C'est ces valeurs-là que je voudrais regarder avec vous, à l'arrière-plan de notre situation historique, l'avènement de l'homme moderne. Et pour ce faire, j'ai pris des tableaux qui sont au début de cette aventure, hein, parce que c'est ça qui est passionnant, on pourrait y passer du temps, mais c'est de voir comment ce qui est apparu au XVe siècle, 15e, 16e siècle, hein, notamment en Italie et dans les villes de Flandre, s'est développé, jusqu'au moment où ça a commencé à devenir en crise, et ça a été la fin du XIXe siècle, et tous ces effondrements du XXe siècle, dont nous avons été, qu'on le veuille ou non, les descendants. Alors c'est ça qu'on va regarder. Première valeur, première idée fondamentale, je vous donne ce petit tableau assez bizarre. Hein, le comte d'Ottière, 1474-1476, Antonello da Messina. Tableau fascinant, étonnant. Pourquoi? Parce que vous y voyez un homme unique, avec un fond complètement noir. Hein, c'est le moment, vous le savez bien, où dans les villes d'Italie, il y a la guerre, et où il y a une situation de tel chaos que n'importe quel homme un peu farouche, un peu courageux, un peu génial, était capable en quelques mois de prendre le pouvoir, de devenir comte d'Ottière et de se construire un fief en Italie. Et ce tableau est étonnant, pourquoi? Parce qu'il montre, hein, quand on voit, c'est très étonnant, on a des salles de tableaux religieux, etc., de tableaux de famille et tout d'un coup, on voit des portraits d'individus uniques qui montrent qu'à un certain moment, l'homme a pris conscience de lui-même comme un individu autonome, isolé, dont la valeur était sa personnalité. Cette émergence de l'individu, comme dimension centrale du monde, c'est vraiment ce qui va s'affirmer. Et cet individualisme va devenir une dimension fondamentale du développement moderne. Je m'appuie dans l'image suivante, vous voyez, sur Louis Dumont, très intéressant à lire. Louis Dumont qui a écrit des livres formidables, dont les essais sur l'individualisme, et qui dit que ce qui caractérise la modernité occidentale,
c'est l'affirmation de la valeur centrale de l'individu. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est extraordinaire quand on pense ce que ça veut dire. J'entendais quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il était en train de lire Stendhal. Bon, ben Stendhal, ça montre quand même formidablement dans le rouge et le noir cette affirmation de l'individu qui veut exister par lui-même et qui veut se détacher de sa famille et qui sait qu'il est unique et qui veut déployer son énergie, sa force en devenant quelqu'un d'important, sortant de son milieu personnel. On sait bien que cette valeur de l'individu au XVe siècle, elle est une conséquence lointaine du christianisme, qui a mis au centre, bien sûr, de la religion, la valeur de tout individu. Et cet individualisme, il s'est déployé dans toutes les dimensions de la société. Toutes les sociétés traditionnelles sont des sociétés holistes, c'est-à-dire qui pensent que la valeur fondamentale, c'est la communauté. La valeur fondamentale, c'est le groupe. L'homme n'existe pas par lui-même, il existe dans une famille, dans un clan, dans une nation, dans une langue. Avec la modernité, on a l'affirmation de l'individu comme valeur. Et vous sentez bien qu'il y a là quelque chose qui définit tous les systèmes de droit, tous les systèmes philosophiques depuis le XVIe siècle. Jusqu'à évidemment la déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cette affirmation de la personne unique. Premier caractère. Deuxième caractère. Là, je prends Bruegel. Vous sentez que chez Bruegel, il y a tout d'un coup le sentiment extraordinaire. Vous savez que c'est à cette époque-là que naît la perspective. Que sur un tableau, en 2 dimensions, ça s'appelle la chute d'Icare, sur un tableau, en 2 dimensions, on peut donner le sentiment de la profondeur. Et que tout d'un coup, vous êtes sur un morceau de bois et vous avez l'impression que le tableau se dilate à l'infini. D'accord? Et ça correspond exactement, c'est pas par hasard qu'il vous met là une caravelle, toute voile déployée, et là des paysages grandioses avec des bateaux qui partent vers le lointain. Ça correspond exactement, vous avez vu la date, milieu du XVIe siècle, au moment où les humains découvrent que grâce aux techniques, grâce aux sciences, le gouvernail des tambours, la boussole, on nous a gavé avec ces questions-là quand on était petits, n'est-ce pas? Donc, grâce aux progrès techniques, on va pouvoir ouvrir le monde de là. Et du coup, l'Occident va vivre de cette confiance dans la capacité qu'a la technique de nous ouvrir des nouveaux horizons. Et ce tableau est étonnant, vous avez vu, il s'appelle La chute d'Icare, de Bruegel. Puis vous regardez le tableau, surtout ceux qui sont loin, désolé, je ne sais pas si tout le monde voit, mais on se dit, mais c'est bizarre, c'est un tableau qui s'appelle La chute d'Icare, t'as vu chérie, je ne le vois pas moi, Icare, où est-ce qu'il est? Je vois bien un bateau, un gars qui est en train de labourer son champ, je vois bien une ville au loin, etc. Ah oui, il y a même un gars avec des moutons, etc. Ah! C'est quoi ce truc-là? Les 2 pieds là qui sont en train de gigoter, c'est Icare, dont vous savez qu'il représente le fils de Dédale, Dédale qui a construit le labyrinthe pour enfermer le Minotaure, et pour que le secret du labyrinthe ne soit pas éventé, le roi de Minos interdit à Dédale de quitter l'île. Et à ce moment-là, Dédale, qui est le symbole même de l'inventeur, le MacGyver de l'époque, Dédale invente un mécanisme très intelligent, puisque c'est des ailes avec de la cire, et avec son fils, Icare, ils partent de l'île de Minos. Et à ce moment-là arrive ce qui devait arriver, le fils, un peu imprévoyant, pas très malin, se dit, avec mes ailes, je peux monter toujours plus haut. Et attiré par le soleil, qui est au fond bien sûr du tableau, attiré par le soleil, il s'approche de plus en plus, ses ailes fondent, et à ce moment-là, il est précipité dans la mer qui porte son nom, la mer Icarienne. Et vous voyez que Bruegel, de manière absolument géniale, vous dit, on est quand même en 1550, c'est pas la COP 21, c'est 1550. Et regardez où il le met, juste à l'endroit du bateau. Comme pour vous dire, ce que moi, Bruegel, je suis en train de voir, cette aventure de la conquête du monde, ce développement prométhéen de la technique, c'est peut-être quelque chose qui va aboutir à la fin de l'homme. Et que la sagesse ancienne, qui consiste à cultiver la terre,
qui consiste à regarder le soleil, mais les pieds bien plantés dans le sol, cette sagesse ancienne risque d'être perdue. Bruegel comprend tout à fait qu'il y a là un caractère nouveau, le désir infini d'aller toujours plus loin pour conquérir le monde, pour conquérir l'argent, pour conquérir les épices, et que le risque de cette conquête du monde, de cette action sur le monde, c'est peut-être d'aboutir à une destruction de l'homme, ou en tout cas à une précarisation de l'homme. En tout cas, j'ai mis l'action sur le monde. Vous sentez que ce qui caractérise la modernité, c'est cette idée que l'homme se définit par son action sur le monde. Descartes dira devenir comme maître et possesseur de la nature, et parvenir par son intelligence et par ses techniques à dominer le réel. La vocation de l'homme consiste à agir sur le réel et à le transformer. Deuxième élément. Premier élément, d'accord? L'individu comme valeur. Deuxième élément de ce qui est quelque part dans notre tête, l'idée que l'homme est capable, par son intelligence, de produire une action sans limite sur le réel. Troisième idée. Ah oui, je l'avais en grand, c'était plus beau que ça. Quand même beau, ça. Oui. Magnifique. Troisième chose. La conception du temps. Vous allez avoir une conférence là-dessus. La conception du temps. Je vous ai mis La liberté guidant dans le peuple. Je suis sorti de la Renaissance et je vous ai mis, bien sûr, 1831 de la prose. Okay. Pourquoi j'ai mis ce tableau? Parce que ce qui va apparaître en Occident, c'est l'idée, et là aussi c'est une idée chrétienne, que l'homme se définit dans une histoire orientée. Hein, vous savez, les sociétés traditionnelles pensent fondamentalement que soit le temps est circulaire, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, et reprintemps, été, automne, autrement, les choses reviennent toujours au point de départ, rien de nouveau sous le soleil, les choses se répètent en cycle, ou bien le temps est une catastrophe, une décadence, la vieillesse, les choses vont vers le pire, et il faut revenir à date répétée à l'origine, c'est le temps des mythes, pour se retremper dans l'origine et se régénérer. Avec le judéo-christianisme, il y a l'idée que le temps est pensé comme un vecteur. Et cette idée que le temps est vectorisé, qu'on va du moins bien au mieux, que le temps est une marche, va évidemment se symboliser dans l'idée de progrès. Et nous sommes des êtres, c'est bien, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance économique, nous sommes des êtres qui sommes des modernes dans le sens où nous restons convaincus que le temps doit aller toujours vers un progrès. Et on verra tout à l'heure, c'est une des difficultés de l'homme contemporain qu'il est en train de découvrir que peut-être le progrès dont il a vécu, ses enfants ne le vivront pas de la même manière. Et que cette idée d'un progrès du temps a du plomb dans l'aile. Et là, vous sentez bien qu'il y a ça. Il y a l'idée, regardez, qu'il y a des morts. L'histoire est un combat, il y a des morts. Mais derrière ce combat, venant du fond des siècles, il y a Notre-Dame qui est au fond. Il y a l'avancée de quelque chose, la liberté. Et que fondamentalement, l'histoire est une marche en avant, qui donne du coup sens à l'aventure collective, et qui permet à la modernité de se définir comme programme idéal, comme programme utopique. On prenait le mot utopique tout à l'heure. Donc cette dimension du temps, elle est fondamentale. Cette conception du progrès. On le voit là dans la totalité. Hein. L'unité, le polytechnicien et de l'enfant type Gavroche, avant bien sûr les Misérables, les morts qui sont là au premier plan, et puis cette figure allégorique de la France et de la liberté qui franchit le temps, qui franchit le chaos pour aller vers le mieux. Hein, cette conception du progrès. Troisième chose. Quatrième chose, l'éclipse du religieux. Hein, cette idée que les sociétés traditionnelles sont fondées, Durkheim l'a bien montré, sont fondées sur l'idée que ce qui donne sa cohérence à la communauté, c'est une foi commune. Et ce qui va apparaître progressivement avec la modernité, c'est un certain détachement par rapport à cette communauté de type religieuse, non pas que la foi disparaisse, mais la foi tend à être réduite à la dimension privée. Dans une conception, bien sûr, dans laquelle la communauté n'a pas besoin de se tremper dans des valeurs religieuses communes, elle s'affirme autrement. Et
Holbein le voit, c'est un tableau absolument génial, puisque si vous regardez le tableau, vous avez une mise en valeur extraordinaire des instruments de la science et de la culture. Ces hommes, hein, ici, Georges de Selve, Jean de Dinteville, ambassadeur de France en Angleterre, hein, ici, sont devant une étagère extraordinaire dans laquelle vous avez tous les éléments de la culture. On est dans l'humanisme. L'idée que grâce à la culture, grâce au savoir, grâce au développement des connaissances, l'homme va pouvoir organiser le monde rationnellement, sans avoir besoin pour cela d'une conception de type croyante ou confessante. Et il le voit tellement bien, Holbein, que regardez en haut à gauche, je vous ai mis une flèche vite, en haut à gauche, le Christ qui est en haut à gauche, hein, c'est quand même pas mal, hein, vous voyez, le Christ est relégué à la partie gauche du tableau, comme si Bruegel était en train de vous dire, ces hommes sont en train d'organiser une société sans avoir besoin de Dieu. C'est au moment où le roi d'Angleterre, Henri VIII, est en train de se séparer de Rome. Et du coup, ce machin bizarre que vous avez là, dont vous vous dites, c'est quoi ce truc? C'est une version déformée, une anamorphose d'un crâne de mort, qui fait que quand vous regardez le tableau en face, vous ne le voyez pas, mais quand vous vous mettez sur le côté, c'est la National Gallery de Londres, alors évidemment on ne peut pas tellement le voir sur la diapo, on voit le crâne, hein, je vous montre le détail. Alors la totalité, vous voyez le crâne de mort là, quand vous êtes à peu près là, dans la salle, vous le voyez dans le musée de Londres, et vous voyez là, évidemment, le crucifix. Je crois que vous avez mis un détail après. Aïe, le crucifix, avec le Christ complètement relégué sur le côté du tableau. Et il y a un autre crâne de mort ici, dans le béret. Et vous voyez que si on revient à la totalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train, vous voyez, Holbein, la peinture c'est génial, ça fait réfléchir, ça nous fait comprendre le réel. Vous voyez, Holbein est en train de dire, on a une société qui est en train de se construire avec comme éléments fondamentaux la science, la connaissance, les livres, la musique éventuellement, la géographie. Vous avez tous les arts libéraux qui sont représentés ici. Jusqu'au tapis, hein, qui montre que ce monde est en relation avec l'univers entier, l'univers habité entier, hein, bien sûr. C'est le moment des grandes conquêtes, bien sûr, internationales. Hein. Et Holbein vous dit, est-ce que ce monde-là est vraiment viable? Est-ce qu'il est vraiment pérenne? Ce crâne est une figure de vanité. En tout cas, une société se construit en mettant à distance ce qui, dans les sociétés traditionnelles, constituait l'élément fondamental de leur vivre ensemble. Quatrième chose, l'éclipse du religieux. Cinquième chose, fondamentale, l'affirmation de l'égalité. Vous savez que Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, un type génial, Tocqueville, hein. Toute sa famille s'est fait, presque toute sa famille, s'est fait détruire pendant la Révolution française. Il aurait pu être un aristocrate un peu rétrograde, voulant retrouver l'ancien régime. Or, Tocqueville va aller faire une enquête, parce qu'il est juriste, il est magistrat, il va faire une enquête sur les prisons, comme quoi la question des prisons se posait déjà à cette époque-là. Il va aux États-Unis, et là, dans ce pays qui était tout nouveau, ce pays qui n'était pas encore très important sur la scène internationale, il se dit, la manière dont les Américains vivent, la manière dont ils se représentent le monde, c'est quelque chose qui va s'imposer progressivement à tous les pays. Et ce qui caractérise les Américains, c'est le sentiment de l'égalité. Nous sommes des sociétés aristocratiques qui pensons des divisions entre les personnes selon les classes sociales. Là-bas, il y a l'égalité fondamentale entre les individus et ce mouvement est irrésistible. La France ne pourra pas ne pas échapper à ce mouvement. Et la démocratie va devenir le modèle de tous les régimes politiques. Du coup, il va défendre ces thèses-là quand il reviendra en France. Et donc, cette égalité, cette affirmation de l'égalité fondamentale des hommes entre eux, que vous avez évidemment à la fois dans la déclaration d'indépendance des États-Unis et dans la déclaration des droits de l'homme.
Cette idée que les hommes sont égaux et que c'est sur les hommes et les femmes sont égaux et que c'est sur cette égalité fondamentale que repose le pacte civil. Et donc, si je résume à grands traits, les valeurs fondamentales de la modernité, j'ai envie de les organiser dans les 5 pointes d'une étoile. Première pointe qui est fondamentale, l'affirmation de l'individu comme valeur première. L'idée que l'individu est premier et c'est cet individu qui va construire avec les autres des relations contractuelles. Mais l'individu est central. Deuxième chose, l'action sur le monde qui justifie la vocation de l'homme. Non, c'est moi qui bouge trop. Donc, l'action sur le monde. Troisième chose, comment j'ai dit, comment pas l'éclipse du religieux. Ah oui, voilà, l'histoire, pardon, le progrès, la conception du progrès, voilà, je deviens gaga. Quatrième, l'éclipse du religieux. Et cinquièmement, la révolution de l'égalité. Deuxième étape, l'éclatement de la modernité, le temps des crises. Vous savez que le gars là, qui est à gauche, Nietzsche, comme un type absolument génial, quand on pense un peu à qui il est, à sa pensée, a dit à un certain moment, dans les années 1860, je vous prédis les 2 siècles qui viennent. 1860, 2060. Il y a encore à attendre. Quelques-uns parmi nous verront la fin de la prophétie de l'année, et dit ce qui va caractériser ces 200 ans, l'avènement du nihilisme. L'avènement du nihilisme. Que progressivement, les valeurs vont s'effondrer. L'attention, le prix que nous donnons aux valeurs fondamentales qui constituent notre vie commune vont progressivement s'effondrer. Ce qu'il appelle la mort de Dieu, qui n'est pas seulement la fin de la religion dominante, mais qui est l'éclipse progressive des valeurs. Voyez ? Et que du coup, ce qui caractérise chacun d'entre nous, qu'on ait lu Nietzsche, qu'on n'ait pas lu Nietzsche, qu'on ait lu Marx, qu'on n'ait pas lu Marx, qu'on ait lu Freud, qu'on n'ait pas lu Freud, ce qui caractérise chacun d'entre nous, c'est qu'il y a une partie de nous-mêmes qui nous rend modernes, qui nous fait partager les valeurs que je viens de dire, et une partie de nous-mêmes qui sait que ces valeurs sont rongées, et qui sait que ces valeurs sont fragiles, qui même les remet en question de manière très très forte, et que cette espèce de combat, d'hésitation en nous, fait de nous des hommes de ce temps, parce que c'est mon sujet, je n'oublie pas mon sujet. Alors du coup, on va regarder les 5 pointes de mon étoile, et on va voir que ces 5 pointes de mon étoile subissent toutes des remises en question très fortes. Première pointe, le moi, Je pense, donc je suis un individu et c'est ce qui fait ma valeur fondamentale et je la connais bien. Le moi fragilisé. J'ai mis Freud d'un côté, j'adore cette image, je ne sais pas si vous voyez, à la fois il y a Freud, et puis il y a un truc qu'on voit apparaître plus ou moins sur la tête de Freud. Quelquefois c'est traduit comme « What's on a man's mind ?» Qu'y a-t-il dans la tête d'un homme? Et on voit qu'il y a la tête de M. Freud, et au milieu de la tête de M. Freud, il y a une famille, pour ceux qui n'auraient pas vu la chose. Je soupçonne certains messieurs de l'avoir vu plus vite que moi. Voilà, Sigmund Freud. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il vous dit, Freud? Il vous dit que, bien sûr, il y a une partie de nous, c'est la face émergée de l'iceberg, qui est conscient de soi, qui est souverain, qui dit « je ». Mais il y a toute une partie de l'iceberg, la partie la plus importante, immergée, qui est notre inconscient, constitué par des tas d'éléments qui constituent nos désirs, nos peurs, nos phobies, qui ont été constitués dans notre enfance et qui, pour l'essentiel, nous font agir sans que nous puissions le dominer. Et que ce moi qui se croit dominant, qui se croit souverain, qui se croit pilote dans son navire, ce moi, en fait, est extrêmement fragile. Conditionné par nos milieux,
très conditionné par ce que nous avons appris, la linguistique qui nous montre que notre langage nous construit plus que nous n'énonçons notre langage, etc., etc. Les sciences humaines nous montrent que ce moi que nous croyons très puissant, sans parler de la psychologie, ce moi que nous croyons très très puissant, en réalité est très très fragile et très menacé de l'extérieur et de l'intérieur d'implosion, d'explosion. Et que du coup, nous sommes dans une époque où s'oppose à la fois une conception de chacun d'entre nous qui nous rend très individualistes et une conscience très profonde que notre moi, en réalité, est très très fragile. Et cette espèce de conflit en chacun d'entre nous constitue l'homme postmoderne. On pourrait le développer, on en reparlera si vous voulez. Deuxième chose, rappelez mon histoire de Bruegel, etc. Une interrogation très profonde sur la technique. Je ne vous parle pas de la guerre de 14. Et on a remis le couvert en 1940-45. Cet homme qui croyait avoir confiance dans sa technique, qui pouvait dominer la Terre, tout d'un coup il a découvert que la technique, ça écrasait les bons hommes. Verdun. Que la technique, ça permettait de transporter des gens vers les camps de concentration et de les détruire en masse, et de produire des bombes atomiques. Et Heidegger, bien sûr, que j'ai mis là à gauche, il va chercher son eau dans sa forêt noire avec un seau, etc. Heidegger a montré combien cet idéal de la technique, qui avait dominé le monde depuis la Renaissance, était en fait un idéal très creux, que la technique risquait de dominer l'homme, que la technique ne produisait pas forcément le bonheur, que la technique produisait autant de dysfonctionnement qu'elle produisait de libération. Et que tout d'un coup, l'homme contemporain que nous sommes, chacun d'entre nous, là aussi, nous sommes divisés en deux. Une partie de nous-mêmes qui adore les gadgets, les téléphones portables, etc., qui croit encore que la technique va nous libérer, et toute une partie de nous-mêmes qui nous dit la technique nous a servi autant qu'elle nous libère, elle produit des inégalités autant qu'elle représente des enrichissements, elle produit de la pollution, des contradictions, et que finalement ce rêve de la technique libératrice a du plomb dans l'aile. Deuxième pointe de l'étoile. Vous voyez la troisième pointe de l'étoile, je la sens venir. Le progrès. C'est lié évidemment à la technique. On a cru longtemps que le progrès se ferait par le progrès technique. On pourrait parler aussi du progrès moral, du progrès en éducation, etc. etc. Enfin, oui, le problème. Bon. Jonas, le principe responsabilité. Je vous ai mis le film Danse avec les loups. Vous voyez, c'est ce film très très beau, par lequel, c'est un des films, c'est pas le seul, mais par lequel tout d'un coup les Américains prennent conscience que leur aventure collective, qui les a conduits de la côte Est à la côte Ouest, a du sang sur les mains. Les Indiens. Cette scène extraordinaire où le héros, un soldat américain qui vient normalement garder le territoire, découvre sur la plaine tous les bisons tués avec uniquement les peaux de bison enlevées. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette civilisation qui détruit complètement l'équilibre des Indiens? Et à ce moment-là, lui, Kevin Costner, entre dans la compréhension profonde de ce qu'est la civilisation indienne. Et découvre que la civilisation indienne a finalement plus de valeur, plus d'équilibre, permet beaucoup plus de paix chez les individus que cette civilisation américaine qui, en fait, pour lui, est une civilisation qui brutalise non seulement la nature, mais les individus. Et puis, Jonas, qui est le grand penseur, si vous voulez, de l'écologie dans les années 1970, et qui développe l'idée que le progrès technique est en fait quelque chose qui est autant une menace qu'une promesse. Et vous savez bien que ça caractérise très profondément chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, est un peu partagé, là aussi, vous voyez, entre une partie qui croit encore à la croissance, qui croit que si la croissance repart, il va y avoir des emplois, que c'est super, le développement technique, et une partie d'entre nous qui est bien à la campagne, quand il se repose un peu, qui croit que c'est pas le développement économique, Monsanto et tout ça qui va produire l'équilibre collectif, et qu'il y a quelque chose dans la sagesse des limites, des limites, qui produit plus de bonheur.
Quatrième chose, la raison. Vous vous rappelez, cette raison, cette connaissance, cette science qui est la valeur fondamentale de l'Occident. Et là, je vous ai mis des noms, bon, peu importe. Horkheimer d'un côté, Marcel Gauchet de l'autre. Marcel Gauchet qui parle de monde désenchanté. Vous savez que cette expression de désenchantement du monde, elle a d'abord été mise en valeur par Max Weber. Cette idée que l'homme contemporain est marqué par cette critique de la rationalité scientifique, la conscience des limites de la connaissance, et que du coup, cette idée que par le savoir, par le développement des savoirs, on va rendre possible un développement humain, tend à être, là aussi, remise en question. Et dernière chose, bien sûr, la crise de la politique. Je vous ai mis Hannah Arendt d'un côté, je vous ai mis Michel Foucault de l'autre, qui, son analyse du totalitarisme, grand phénomène du XXe siècle quand même. On avait cru à la libération par la politique et par la démocratie. Or, le XXe siècle a inventé, à la fois en Allemagne, en Union soviétique, en Chine, au Cambodge, des régimes politiques qui fondamentalement détruisent l'homme. Et que du coup, l'homme contemporain a du mal à croire en la politique et à la capacité de la politique de produire de la communauté. Je continue. Étape 3 maintenant. Ça va, c'est à peu près clair mon truc? Vous voyez, hein? Donc vous voyez, le but de mes deux volets, c'est de mettre en place, vous savez, ce qu'on dit quelquefois quand on dit l'homme contemporain, donc chacun d'entre nous, est à la fois un homme marqué par les valeurs modernes, et en même temps, et à la fois, marqué par les critiques de ces valeurs modernes qui se sont déployées depuis la fin du XIXe siècle. Ce qui fait de chacun d'entre nous, vous voyez, si on réfléchit un peu, si on essaie d'approfondir les questions, des êtres interrogés, se poser des questions, réfléchir, vous voyez. Moi, je me suis toujours dit ça, je vous dis ça pour la campagne électorale. Si vous voyez un candidat aux élections de réfléchir à des questions, va peut-être trouver le début d'une réponse. Mais si vous avez quelqu'un qui vous dit, dans la situation qui est celle de notre temps, l'aubaine de notre temps, qui vous dit « je sais ce que c'est, je sais quelle est la solution de l'homme contemporain », celui-là, il cherche à vous vendre quelque chose. Il cherche à vous manipuler. Et l'aubaine, pour moi, vous me direz forcément, les philosophes, ça vit de ça. Ça vit de poser des questions, ça fait que ça. Comme je dis parfois à mes élèves, j'ai des questions pour toutes vos réponses. J'ai des questions pour toutes vos réponses. Vous voyez, en général, on fait plutôt l'inverse. J'ai des réponses pour toutes vos questions. Julien Lepers. L'aubaine de notre temps, elle est là. Vous voyez, l'homme contemporain, bon, je n'ai pas beaucoup de temps de le dire, je fais un peu histrion là, mais l'homme contemporain, il est dans une situation, chacun d'entre nous, traversé par des contradictions. Parce qu'il est issu d'un très profond mouvement qui a fait exister des valeurs qui sont des valeurs, mais ces valeurs, elles sont devenues des questions, critiquées, remises en question, confrontées à la discussion et à la réalité du monde. Et du coup, l'aubaine de notre temps, c'est que dans cette situation-là, pensez toujours à ça, c'est comme quand on n'est pas bien. C'est génial, parce qu'on cherche à s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on prend conscience qu'on est dans une situation difficile, c'est une aubaine. Parce qu'à ce moment-là, on est obligé de trouver des solutions collectives. Et c'est ça qu'on n'est pas encore en train de faire, parce qu'on n'est pas allé encore assez profond dans la prise de conscience de la situation complexe dans laquelle nous sommes. Et alors c'est ça que je voudrais maintenant vous proposer de faire. D'abord le moi en question. On est tellement allé, vous voyez, la tendance à l'hédonisme et à la consommation, on va tellement dans le sens de, on y croit, on croit quand même à l'affirmation du moi, et on consomme jusqu'à des parfums qui s'appellent égoïstes. Parce qu'on sent bien que l'individualisme, il est à bout de souffle. Et qu'il a besoin, pour continuer d'exister, dans cette situation qui est la nôtre, il a besoin, pour essayer d'exister, d'éléments complètement artificiels. Et on est dans un monde qui devient de plus en plus narcissique parce que les sujets humains essaient d'exister en première personne tout en étant conscients de leurs contradictions et de leurs limites. Du coup, cette solution, elle n'est pas viable. Il n'y a plus qu'une autre solution, de l'individu à la personne. C'est-à-dire que l'individu découvre, oh, quelle aubaine, que sa fragilité, c'est une force. Mais quelle aubaine de découvrir que c'est pas vrai qu'on est fort tout seul, que c'est pas vrai que l'individu est centre du monde.
Et que du coup, l'individu fragile, la fatigue d'être soi, hein, Ehrenberg, c'est un type génial, psychologue, qui regarde un peu les réalités de l'homme contemporain. Pourquoi les hommes contemporains courent comme des dingues, sont malades, tombent dans les burn-out, etc., etc. La fatigue, la difficulté d'être un individu fort aujourd'hui, dans un modèle de force. Et des gens comme Ricoeur ou Lévinas vous disent, mais non, l'aubaine, c'est de découvrir sa fragilité, sa limite. L'aubaine, c'est de découvrir que par soi-même, on ne peut rien, qu'on a besoin de l'autre, que la valeur, c'est l'autre personne. Voyez ? Et l'homme contemporain ne peut s'en sortir que comme ça. Qu'en sortant de modèles complètement faux, hein, cette espèce de modèle du moi conquérant, du moi unique, du moi qui se suffit à lui-même, du moi indépendant, qui est faux, hein, rappelez-vous. Vos situations de bonheur, c'est pas quand vous êtes moins indépendant tout seul dans votre chambre. Non. Vos situations de bonheur, c'est quand vous êtes relié. Quand vous vous reliez à d'autres. Quand vous êtes dans des situations de tendresse où votre fragilité est reconnue par un autre. Et c'est ça qui produit véritablement le bonheur. Et c'est ce que dit Lévinas. L'humanisme de l'autre homme. Jusqu'ici, on a affirmé la valeur de l'homme comme valeur de l'individu. La seule manière de sortir de ça, c'est de découvrir que la valeur de l'homme, ce n'est pas la valeur de l'individu pour lui-même, c'est la valeur de l'autre personne pour soi. Et que du coup, c'est cette affirmation de l'autre comme valeur qui devient l'aubaine de notre époque. C'est un peu paradoxal mon truc, est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Excusez-moi. Découvrir, c'est un peu paradoxal et bizarre hein, ce que je veux dire, hein. Mais l'aubaine de notre temps. Découvrir que notre temps nous fait le cadeau d'une fragilité, nous fait le cadeau d'une perplexité devant le monde, nous fait le cadeau de ne plus pouvoir être autosuffisant pour comprendre les choses. Et que cette aubaine vient nous, d'une certaine manière, nous dépouiller de nos certitudes. C'est dur, hein, parce que parfois on préfère être dans des certitudes. On préfère être dans des situations de force. Et découvrir que non, c'est une grande force que de découvrir sa fragilité en étant capable de nous relier à l'autre comme valeur. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et il y a là une sagesse paradoxale, mais profondément chrétienne. Puisque le christianisme, c'est cette religion qui dit l'aubaine, c'est de découvrir ma fragilité. L'aubaine, c'est d'avoir besoin de l'autre. Enfin, ce que nous disent très fortement les personnes handicapées. Personnes handicapées, je me souviens un jour, le président de l'Office chrétien des handicapés qui dit qu'il avait entendu un handicapé qui disait « Tout seul, je peux rien ». Et il avait découvert ça, vous voyez. Et quand les cadres sup, les mecs, etc., qui sont dans la mégalomanie, découvrent, et c'est souvent une fragilité, que maintenant, ils ne peuvent rien tout seuls. Quelle aubaine! Bizarre, cette conférence. Deuxième chose, eh ben oui, la fragilité de notre planète, quelle aubaine! Un sens à donner au développement technique. L'homme contemporain, c'est notre histoire, c'est notre situation historique, hein, COP21, la maison brûle, hein, pensons à Jacques Chirac. Bon. Eh bien, vous voyez, l'aventure moderne, je crois en la technique sans limite. Je crois que par la technique, je vais pouvoir développer ma puissance sans aucune limite, de manière infinie, devenir comme maître et possesseur de la nature. Heidegger, les guerres mondiales, les pollutions, etc. montrent que ce projet technicien, il se retourne contre lui-même. Et du coup, notre situation historique, c'est quoi? Nous, avec notre technique, devant une nature qui est devenue fragile. Et qui, du coup, nous donne comme seul horizon l'utilisation de notre technique pour préserver la nature, pour préserver notre environnement, pour rendre possible une vie heureuse, pour découvrir une autre manière de nous relier à la nature. On a lu Laudato Si. Pour découvrir que c'est ça notre opportunité historique d'homme habitant en 2016, notamment dans des pays développés. Que l'enjeu fondamental, c'est de donner sens au développement technique. J'ai mis Jean-Baptiste de Foucault, vous avez peut-être lu ses bouquins, L'abondance frugale. Comment est-ce qu'on apprend
à gérer une consommation, une production qui permet à tous de vivre tout en économisant la planète, c'est-à-dire notre cadre de vie, en préservant la beauté des paysages, en préservant l'équilibre des eaux, des sources d'eau, etc., de la biodiversité, et tout ça, et tout ça. Troisième chose, l'histoire, le développement historique, un sens à donner à la croissance. Vous voyez, Amartya Sen. Ça, c'est vraiment un titre très, très intéressant, Amartya Sen. Je suis en train d'essayer de vous trouver des philosophes qui nous aident après une situation, vous voyez, où on découvre que notre lot, c'est notre misère, d'une certaine façon, vous vous rappelez ce que disait tout à l'heure Fabrice Adjadj, et de découvrir qu'au fond même de cette situation dont nous prenons conscience, nous découvrons des ressources. Et que ce qui peut sembler quelque chose de pessimiste, et ce n'est pas du tout mon but, ce qui peut sembler pessimiste est en fait la condition d'un optimisme, la condition d'une espérance. Et Amartya Sen, évidemment, c'est un économiste et en même temps un philosophe qui dit que dans la condition historique qui est la nôtre, de mondialisation, il s'agit de donner un sens humain à la croissance économique en permettant au monde entier de partager les fruits de la croissance et de penser une société d'empowerment, comme il dit, de rendre plus puissants les gens fragiles, notamment l'Inde. Vous savez qu'il vient d'Inde et puis il analyse tous les pays en voie de développement. Et que cette opportunité vraiment définit ce que nous sommes et l'aubaine de notre époque. Et ne nous y trompons pas. Enfin, moi je vois avec les étudiants, les jeunes comprennent ça. Comprennent qu'aujourd'hui, l'engagement dans l'humanitaire, l'engagement dans l'international, l'engagement dans le développement solidaire est ce qui seul peut donner sens à leur action. Et ils veulent plutôt, enfin les meilleurs d'entre eux en tout cas, au plan du cœur, comprennent que le sens d'une croissance pour elle-même, ça n'a pas de sens en réalité. Et que ce n'est qu'en partageant et en construisant une société juste qu'on donne un sens à l'histoire, que c'est ça le véritable progrès. Quatrième point de mon étoile, je crois, redonner confiance à la raison. Nous sommes dans... Et ça, c'est quand même génial, parce que la raison, la science, sont allés très très loin pour découvrir leurs propres limites. Le scientisme, qui était celui du 19e siècle, n'est défendu par plus personne, y compris chez les scientifiques. Les scientifiques ne se disent plus savants, ils se disent chercheurs. Ils savent bien que la limite de la connaissance humaine. Mais la contrepartie, c'est le risque de découragement. La contrepartie, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est-à-dire qu'en découvrant nos limites, finir par croire que la raison n'a pas de capacité de connaître la vérité. Et je vous ai mis ici, parce que je trouve ça très très intéressant, la conversation entre un des plus grands philosophes, il est très très vieux maintenant, Jürgen Habermas, et puis le pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI, alors que Habermas n'est pas du tout croyant, qui se retrouvent l'un avec l'autre pour dialoguer, et qui pensent, théorie de l'agir communicationnel, que la raison, c'est ce qui seul peut permettre d'éviter la violence, qui seul peut permettre d'éviter la guerre. Et qu'apprendre à parler les uns avec les autres, de manière modeste, il ne s'agit pas d'affirmer la certitude, d'affirmer qu'on possède la vérité, mais construire à plusieurs des consensus, construire à plusieurs des voies pour avancer vers le meilleur, ça c'est avoir confiance en la raison et à la capacité de produire l'accord. Ça, je trouve ça évidemment très très important. Et puis, j'achève, redonner sens à la politique. Là aussi, vous voyez, on est revenu, et c'est génial, de toutes ces idées de la politique complètement idéalisées qu'on pouvait avoir. On a traversé un XXe siècle qui a été, par bien des côtés, l'effondrement de toutes les grandes idéologies. Et maintenant, notre situation historique, qu'est-ce qu'être en ce temps? L'aubaine de ce temps, c'est qu'il s'agit d'inventer une manière d'être ensemble qui ne soit ni impérialiste, ni totalisante, mais qui permette aux individus de se réunir et de construire ensemble la paix. D'où évidemment un livre très important de l'américain John Rawls, qui essaie de penser les conditions d'une société qui redistribue de manière juste les fruits de la croissance, qui organise de manière juste l'équilibre entre une économie de marché et une société qui
exprime les valeurs essentielles de la communauté. Et puis Axel Honneth, qui est un Allemand, hein, qui pense les conditions, si vous voulez, d'une société qui reconnaisse la valeur de chaque personne. Dans une société, vous le savez bien, où le risque, c'est le clivage entre ceux qui sont in et ceux qui sont out, et qui essaient de penser la condition d'une communauté, hein, notamment nationale. Oh là, chaque fois que j'appuie là-dessus. Et du coup, vous voyez, je voudrais terminer là-dessus. L'aubaine de notre temps, c'est qu'il s'agit de réinventer la Renaissance. La Renaissance, vous voyez, ça a été une époque absolument formidable, hein, où l'Occident est entré dans une aventure de développement. Mais la Renaissance a fondé ses valeurs sur une idée du moi, sur une idée de la puissance, qui par bien des côtés ne pouvait qu'aboutir au mur. D'où la nécessité aujourd'hui de refaire ce qu'a fait la Renaissance. Hein. Vous savez que l'expression « refaire la Renaissance », c'est une expression d'Emmanuel Mounier. Hein. Refaire la Renaissance et refaire le grand mouvement de réflexion communautaire qui permet d'avancer ensemble, d'accord, à frais nouveaux. Et je vous ai mis, évidemment, Jean-Paul II, la foi et la raison. Parce que je crois que à chaque fois que des gens peuvent échanger leur raison de croire et leur foi fondamentale dans l'avenir, leur espérance, il y a la possibilité d'un progrès. Et je voulais terminer sur, au Vatican, les deux grandes fresques qui se font face au Vatican, que je trouve extraordinaires, puisque d'un côté, vous avez l'école d'Athènes, hein, que j'ai mis en haut, vous voyez, l'école d'Athènes. Et vous vous rappelez tous mes philosophes tout à l'heure, là, tous mes petits personnages. Comment est-ce qu'on fait pour que les penseurs d'horizons différents réfléchissent ensemble, comme là, les philosophes de l'Antiquité, pour l'Italie de la Renaissance, semblent faire une communauté de gens qui partagent un peu les mêmes valeurs et qui se questionnent. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a la nécessité, oh là là, c'est horrible en fait. Il faut que je taise. Pourquoi ça partit au début? Ces 30 secondes de silence vous sont offertes par la Société Bergère de France. Vous vous rappelez la pub les plus anciens parmi vous? Voilà. Donc, école d'Athènes, la raison, la philosophie, la réflexion. Et en face, la dispute du Saint-Sacrement, la foi. Permettre l'articulation de ceux qui aiment réfléchir et de ceux qui ont des raisons fondées sur leurs convictions profondes, de croire et d'espérer. Et de rendre possible cette espèce de relation, hein, entre la foi et la raison qui permet véritablement à l'esprit de s'ouvrir à la vérité et à la justice. L'aubaine de notre temps, vous voyez ce que le message que je peux essayer de vous dire, puis après on va discuter et se battre, mais l'aubaine de notre temps, c'est que nous y sommes forcés. Parce que nous sommes dans une situation où, par bien des côtés, sur tous les terrains, vous avez travaillé pendant 2 ans, ici, on voit bien que l'humanité arrive à des limites qui font que si elle ne réfléchit pas, si elle ne permet pas aux humains de partager leurs raisons de croire et d'espérer pour découvrir du commun, l'humanité sera incapable d'éviter la violence. L'humanité sera incapable d'éviter les conflits très graves. Et que dans le domaine politique, dans le domaine des technologies, dans le domaine du rapport à la nature, dans le domaine du rapport à l'éducation, dans le domaine des relations entre les religions, si on n'apprend pas aux gens à se questionner ensemble et à réfléchir ensemble, on ne produira pas de l'unité, on ne produira pas de la paix. Nous sommes les héritiers d'une histoire de valeurs qui se sont affirmées et qui sont belles et qui sont fondamentales. La valeur de la personne, la valeur de l'action sur le monde, la valeur de l'histoire, mais qui sont entrées en crise à tel point que nous finissons par ne plus y croire. Et que la seule solution aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de manière tranquille, heureuse, joyeuse, de reprendre le chemin du questionnement commun. Et que plutôt qu'un homme providentiel qui aurait les solutions définitives pour régler nos problèmes,
il y a la nécessité, tous là où nous sommes, de nous mettre en mouvement, de dialoguer les uns avec les autres et d'essayer de produire par la conviction et l'échange du consensus sur les points fondamentaux, comment on aide le moi à s'ouvrir à autrui, comment on fait pour que l'action sur le monde soit attentive à la création et à ses équilibres fondamentaux, comment on relance le progrès de l'histoire vers la justice et comment on constitue de la communauté politique orientée vers véritablement la paix. C'est ça que je vous propose pour votre année de réflexion sur l'aubaine d'être né en ce temps. Et maintenant, on avait dit qu'on terminerait à 10h, on se prend un temps d'échange, de questions, d'objections, etc. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Donc effectivement, donc on ouvre le temps des questions. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà... Questions, objections, compléments. Ça sonne là, ça ouvre. Je vais faire passer le micro. Je vais faire passer derrière. On commence. Ah non, c'est là. On a un problème avec la technologie. Ah, je vous entends comme ça. Voilà, très bien. Il y a, la grille que vous présentez est super intéressante, mais il y a une chose que je n'ai pas trouvée, c'est l'élargissement de l'espace. L'élargissement de l'espace au monde entier. Vous avez cité, je ne sais plus, c'est Hegel, je crois, vous avez cité en disant les 2 siècles à venir. Hein. Nietzsche. Bon. Et les 2 siècles à venir, ils ne pouvaient pas voir l'élargissement au monde à ce moment-là. Et nous, aujourd'hui, on est quand même très percutés par ça. Et donc, dans la grille, que je trouve super, je ne sais pas bien où rattacher cette question-là. Et moi, j'ajoute un petit quelque chose. Et Michel Serres, quand il vous parle de la nouvelle géographie, le fait que maintenant, quand on vous demande votre adresse, vous ne répondez pas forcément 15 avenue des Préméniles, mais vous dites machin chose, @gmail.com. On a changé de repère. Ouais. Ah oui, non, j'ai mon micro. Je réponds en deux points. Premier point, vous avez senti un peu mon point de vue. Je n'ai pas voulu directement, parce que ça va vous être proposé dans les différentes conférences, regarder de manière un peu précise les points de mutation du monde immédiat, du monde contemporain. Et je vais quand même répondre. Hein. Mais j'ai voulu plutôt essayer de définir, à partir des philosophes, la situation de notre, de notre figure historique, de notre pensée par rapport à la question des valeurs. Ce qui explique notre pessimisme radical et ce qui explique, dans bien des cas, le peu de confiance que nous avons dans notre capacité à trouver des solutions nouvelles. Et que cette idée de pessimisme, que j'ai essayé d'expliquer pourquoi, parce que nos valeurs ont été abîmées, remises en question, au point que nous n'y croyons plus, ce qui explique beaucoup de problèmes de transmission vers les enfants. Nous ne croyons plus aux valeurs qui nous font vivre, parce que nous savons combien elles ont été questionnées, d'accord ? Et nous avons énormément de mal à inventer l'avenir sur tous les sujets dont on va parler. Et c'est pour ça qu'en premier temps, j'ai voulu dire de manière très très forte, au risque d'être paradoxal, je l'ai senti hein, chez vous, ça vous a inquiété, que ne pas avoir de solution, être obligé de repartir à zéro pour se poser des problèmes, c'est une aubaine, c'est formidable.
parce que ça nous oblige vraiment, si on va au fond des difficultés, ça nous oblige à trouver une nouvelle ressource, à changer de paradigme, à penser autrement les choses. Tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de certains modèles, on a du mal à inventer autre chose. Voilà, c'est ça que le fond de ma petite thèse. Hein. Et vous voyez partout des gens qui cherchent à, en soufflant dedans, à redonner vie à des idées qui en fait sont mortes. Voilà. Alors maintenant, les deux questions, les deux angles que vous prenez qui sont passionnants. Hein. Premier angle, l'ouverture du monde. Cette ouverture du monde, que j'ai essayé d'évoquer, mais je suis d'accord rapidement, trop rapidement, avec mon tableau de Bruegel. Espèce de moment qu'a très bien senti la Renaissance, hein, de la mondialisation. Hein. Rappelez-vous, la découverte par Christophe Colomb, de nouveaux mondes, les échos de chez des gens comme Montaigne, hein, on se rappelle des lectures quand on était en seconde, et tout d'un coup découvrir des peuples qui ne vivent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes représentations, qui n'ont pas les mêmes religions, et tout d'un coup la conscience de cette diversité, et comment on vit ce rapport à la diversité. C'était déjà le XVIe siècle. Et aujourd'hui, on voit bien que cette ouverture du monde, avec aussi le changement dans le temps, la capacité hein, d'aller très vite, très loin, change complètement nos représentations, rend pauvres nos identités et explique des mouvements de repli très très forts. Hein, parce que justement, ça peut faire peur, et plus un monde est ouvert, plus on a envie de frontières, d'une certaine manière. Hein. Et donc, cette idée de l'ouverture du monde, hein, c'est vraiment très important, mais j'ai pas envie de la traiter complètement, puisque vous avez compris que la prochaine conférence, ça sera sur cette question-là, sur la migration, sur l'ouverture du monde, et qu'est-ce que ça implique, et comment on tient compte de cette ouverture du monde pour rendre possible une société viable. Vous voyez, ça c'est vraiment... Et alors, sur la question des nouvelles technologies, le rapport au temps, le rapport à l'inscription dans l'espace, où on se sent davantage relié à ceux de notre communauté numérique qu'à ceux qui sont dans notre quartier, hein, ça aussi, c'est une transformation majeure. Mais Michel Serres, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans Petite Poussette, hein, si vous n'avez jamais lu Petite Poussette, ça fait 50 pages, c'est absolument génial. Vous voyez un vieux monsieur de 85 ans s'ébahir complètement, se réjouir complètement d'une transformation de l'humanité en voyant sa petite fille tapoter avec ses pouces sur son écran. Hein. Et Michel Serres dit, depuis les années 70, on a vu ce qu'il appelle une transformation hominescente, une transformation de l'homme qui n'a pas d'équivalent par rapport au passage au néolithique. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des transformations très très fortes qui obligent à essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et ça, vous aurez une conférence là-dessus sur le numérique. Très, très, très intéressant. Mais encore faut-il, vous voyez ce que je veux dire, encore faut-il être dans l'attitude d'esprit, les uns et les autres, d'être suffisamment ouverts pour être capable de comprendre ce qui est en train de s'inventer là. Les jeunes qui sont autour de nous ont besoin d'avoir des adultes, des grands-parents, qui s'intéressent à cette nouveauté, qui ne sont pas devant la nouveauté comme complètement fermés. Parce que zut, la plupart d'entre nous, quel monde on a construit, même l'idée la plus belle qu'on a su inventer. Excusez-moi, je me mouille un peu. L'idée la plus belle que les Européens ont inventée, c'est l'Europe. Qu'est-ce qu'on en a fait, tous qui sommes là, de l'Europe? Cette idée qu'on a fait exister, est-ce qu'on se bat pour elle? Est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce que vous en connaissez d'autres, vous, depuis 50 ans, d'idées nouvelles, qui fait rêver, l'idée que les Allemands et les Français se sont tapés sur la gueule et que maintenant ils sont pacifiques et qu'ils vont ensemble dans les mêmes Erasmus? Il y a une autre idée du politique plus intéressante que l'idée de faire que des peuples anciens construisent ensemble un modèle compliqué, mais vers lequel ils avancent progressivement pour de la prospérité, des valeurs communes. L'idée d'intégrer à l'Europe des gens qui sont restés pendant 50 ans derrière le rideau de fer et qu'on n'a pas aidé du tout. Rappelez-vous, le printemps de Prague. Et nous, là, avec nos cheveux blancs, on a fait quoi pour ces idées-là? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, comment est-ce que nous, on aide nos enfants à inventer le monde? Comment on s'étonne de ce qui les étonne? Comment on les aide à construire cet environnement-là? Dans un monde où 25% des jeunes sont au chômage et où les vieux n'arrivent pas à intégrer les jeunes dans leurs organisations. L'aubaine d'être né en ce temps. Oui. Et cette aubaine, encore une fois, c'est que peut-être
tous ceux d'entre nous qui commençons à nous dire c'est un peu compliqué ce monde, j'ai du mal à le déchiffrer, l'aubaine ce serait que ça devient tellement difficile à déchiffrer, docteur, qu'il faut me donner des lunettes. Et c'est ça la configuration dans laquelle on est. Comment est-ce qu'on invente ensemble un monde qu'aucun d'entre nous ne connaît parce que justement la révolution numérique, je suis désolé, aucun d'entre nous peut dire exactement vers quoi ça va. Il faut s'y mettre ensemble. Ça suppose de la pluridisciplinarité, ça suppose de l'intergénérationnel, ça suppose des gens qui longtemps observent les mondes qui se transforment. Aucun d'entre nous n'a de solution toute faite. Et moi je dis, parce que je suis prof de philo, et que forcément quand on est prof de philo, les crises ça intéresse, puisqu'il suffit de voir que c'est dans les moments de crise que les sociétés ont inventé des choses nouvelles, c'est dans les moments de crise que les sociétés ont construit de l'avenir. La chute de l'Empire romain, c'est quand même là que s'est développée la civilisation chrétienne. Ah oui, c'est vrai ça. La crise du monde grec, c'est quand même là que Platon est apparu. Ah ben oui, c'est vrai ça. Dans les moments de crise, il y a quelque chose qui est une aubaine, c'est les ressources qu'a la pensée, les ressources qu'a la parole, de construire des solutions, de construire du commun. C'est ce qu'ont fait les Européens en 1945. C'est ce que nous sommes capables de faire, si nous nous y mettons collectivement. Et ce que vous dites là, c'est très important, parce que quelqu'un qui a mon âge, 54, 55 ans, je ne peux pas, moi, tout seul, comprendre ça, parce que les jeunes gens comprennent mieux les évolutions. Mais je peux éventuellement transmettre des concepts, des connaissances qui les aident à lire les phénomènes et à aller plus loin. Vous voyez un peu mon truc, mais bon, c'est un peu bizarre, mais... Je ne veux pas vous... Non, au contraire, l'aubaine, mais je crois vraiment. Vous savez, excusez-moi, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Hein. Oui, pardon. J'ai une question. J'ai bien compris votre point de départ, qui est la Renaissance. Je ne comprends pas bien où est le point de rupture, parce que la crise, certes, on a une crise aujourd'hui, mais pourquoi ce n'était pas plus dans les années 40, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, ou au moment de la révolution industrielle, où en fait il y a une succession de crises. Pourquoi dire que ce temps est entre guillemets plus en crise qu'un autre? C'est vrai, vous avez raison. En un sens, vous avez raison. Mais il y a deux éléments quand même qui me permettent de rebondir et de vous répondre. Il y a quand même un développement de la complexité qui est très grand, et qui du coup rend difficile son appréhension. Parce que complexité et accélération ensemble rendent difficile la possibilité pour une pensée humaine individuelle de l'appréhender. Et donc on est dans une complexité et une accélération extrêmement forte. Alors que la pensée a besoin de temps pour appréhender un changement. Et donc il y a un effet d'accélération qui est très très grand et qui, dans un certain nombre de domaines, par exemple le climat, par exemple, conduit à des seuils, à des limites très très fortes. Et du coup, quand on est dans ces accélérations-là, il y a la nécessité de remédier à cette limite de la pensée humaine par plus d'interaction. Par le fait qu'on soit plus nombreux à essayer d'y réfléchir. Hein, c'est comme ça qu'aujourd'hui, les think tanks fonctionnent. Vous voyez, bon. Donc ça, c'est la première chose. Et puis il y a une deuxième chose, j'ai remarqué que tout mon propos a été européen. Or, ce qui caractérise la situation actuelle, c'est que les Européens perçoivent bien que les équilibres, les lieux de construction de sens et de valeur ne sont plus maisons. Et que du coup, l'Européen est en train de se dire que, alors soit il part, mais est en train de se dire que ses seuls concepts, sa seule appréhension du monde est incapable de prendre la mesure des transformations. Ça produit forcément de l'inquiétude et de la rétractation, qui à mon avis ne sont pas les bonnes solutions, ou bien ça produit l'aubaine de ne plus être centre, et d'être obligé du coup de comprendre la pensée des autres, d'être en relation avec de la pensée autre, de rendre possible de l'international, vous voyez, de l'internationalisation. Donc pour ces deux raisons, complexité, accélération d'un côté,
et puis l'Europe qui n'est plus centre, notre situation européenne, parce que j'ai parlé moi de l'héritage européen, de notre situation historique, conduit à cette situation qui est vécue par nous comme, peut-être c'est faux, hein, c'est peut-être bon, un grossissement, un état de grossissement, mais qui est vécu par nous comme une situation un peu de crise et de limite. Mais vous voyez comment je retourne ça? C'est-à-dire que je dis, mais si on prend conscience qu'on est dans une situation de crise, hein, ça vous est arrivé beaucoup, bon, je peux encore faire ça pendant 2 ans, oh, je peux encore pendant 1 an pas aller chez le médecin, et quand vous toussez vraiment très fort, vous y allez. Eh bien, c'est un peu la même chose. Quand on prend conscience qu'on est dans une situation qui suppose un changement d'attitude, un changement de modèle, une reprise, à ce moment-là, on s'y met et on réfléchit. Et c'est à ça que je vous invite, parce que des belles communautés comme ici, c'est ce que vous faites. Et vous avez bien compris que c'est fondamental de s'équiper rationnellement, de réfléchir ensemble, de dialoguer, de lire des trucs. Et c'est comme ça qu'on est une communauté politique ou sociale vivante. On ne peut qu'être d'accord avec votre magistrale démonstration, surtout quand vous, dans l'étape 3, vous dites passer de l'individu à la personne. Moi, c'est tout l'évangile qui est tracé derrière. Un sens à donner au développement technique, un sens à donner à la croissance, à la raison, à la politique. Bravo de parler en termes d'aubaine, je suis d'accord, je merci. Mais c'est pas ce qu'on voit. Je prends 2 exemples. L'économie, il se transforme totalement dans une financiarisation de l'économie. Ce n'est plus l'homme que l'on regarde, c'est le fric. C'est la pourriture. Je m'excuse, je suis... Donc la financiarisation du monde, elle est en train de fausser le jeu de l'économie réelle, totalement. Il suffit d'aller dans une salle des marchés pour voir qu'on parie sur n'importe quoi. Bon. Premier exemple. Deuxième exemple, la démocratie. Est-ce qu'elle n'est pas en jeu lorsque l'on voit d'immenses conglomérats considérables, Google pour prendre l'exemple et tous ceux qui lui ressemblent, et qui sont ceux qui mènent le monde aujourd'hui. Parce que Google, à lui tout seul, il est bien plus riche que la France, peut-être que l'Europe réunie. Où est le pouvoir? Qui tire les ficelles? Donc je dirais, Aubaine, bravo, mais ce n'est pas ce que je vois sous mes yeux, et quand j'entends nos hommes politiques qui soient aux États-Unis, il y a une campagne, ou en France, c'est pas de ça qu'ils nous parlent. Ils ne nous donnent pas d'espérance là-dessus, et ils n'attaquent pas les vrais sujets. Ça m'en dit beaucoup. Oui, je suis assez d'accord avec les éléments que vous évoquez, forcément. Les grosses structures que vous évoquez, est-ce que vous ne croyez pas qu'elles sont fortes de la faiblesse des citoyens, de la faiblesse des consommateurs, de la faiblesse des communautés que nous formons? Et que du coup, si vous voulez, cet appel que je nous lance, hein, à nous mobiliser intellectuellement, à réfléchir, à comprendre, à mettre en œuvre notre réflexion, hein, dans une époque où, vous le savez bien, on a tous tendance à se replier sur notre identité, sur notre jardin, sur nos affaires privées, sur nos loisirs, où on voit que, ouais, je vais faire le vieux con, hein, moi, ça me met hors de moi de voir les gens passer leur temps dans le RER à faire descendre des bonbons dans des colonnes. Voilà. Mais peut-être que certains d'entre vous font ça et trouvent ça vachement marrant, mais bon, voilà, moi, je me dis, bon, voilà, je me dis, voilà, lire le journal, réfléchir, lire un bouquin, voilà, enfin, bon, bref, c'est mon côté vieil idiot et prof. Hein. Mais admettez que quand on est dans des situations comme celles que vous évoquez, il y a une tendance très forte à se décourager. Et à laisser justement, laisser justement exister des conglomérats, des petits groupes de gens, etc., qui finalement tirent les ficelles, alors que globalement et collectivement, on peut très probablement forcer des règles du jeu à se mettre en place, agir. Et d'autre part, je crois que l'humain est ainsi fait que c'est toujours l'espérance qui le fait agir. Et qu'un diagnostic uniquement négatif qui pointe les limites sans susciter l'énergie, finalement est décourageant.
Et que du coup, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de retourner toutes ces raisons qui font qu'on est pessimiste, et vous avez raison, hein, mais de les retourner en un souci collectif d'agir pour l'avenir. Vous savez, c'est ce que disent quand je pense à quelqu'un qui dit, je suis en train de perdre son nom, mais qui dit, il faut relier le pessimisme de l'analyse, c'est-à-dire essayer d'analyser les choses de manière lucide, sans idéalisme, en regardant toujours le pire scénario, mais il faut relier ce pessimisme de l'analyse à l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire à la capacité qu'a la volonté, à partir d'un diagnostic qui peut aller, si on ne fait rien, vers l'horreur, de le retourner grâce à l'action en quelque chose qui va pouvoir l'inverser. Vous voyez, par exemple, j'ai parlé d'Ancionas et de la COP21. Être capable de regarder avec lucidité vers quoi potentiellement peut conduire la crise du climat permet paradoxalement de faire agir les communautés, de faire agir jusqu'aux hommes politiques. Et c'est ce retournement-là qu'il faudrait que collectivement nous fassions. Oui. Ce que vous dites me fait penser à Emmaüs. À Emmaüs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on est paumé, on croyait qu'il ferait des choses formidables, et puis il a été crucifié. Et puis, on est un peu comme ces pèlerins d'Emmaüs. Ce que dit Bernard, moi je souscris totalement. Enfin, quand je vois Google, etc., qui ne payent plus d'impôts, Apple, bon, et je me dis, bon, et nos États qui ne font rien, je suis comme les pèlerins d'Emmaüs, c'est-à-dire, on ne peut rien faire là. À vous de nous dire, ben non. Vous êtes triste parmi nous un petit peu, et qui dit, ben non, relevez-vous. Alors vous vous rappelez, hein, on est là avec Jason de l'école pour servir l'évangélisation, vous savez, du diocèse, et c'est le texte d'Emmaüs qu'on travaille à fond, à chaque retraite. Donc vous voyez, ce qu'il faut, c'est accompagner les gens qui se posent des questions, qui sont désespérés de voir leurs rêves s'écrouler, et leur faire réfléchir à la manière de rallumer leur espérance. Et le christianisme, précisément, c'est cette religion de l'incarnation dans la fragilité qui, paradoxalement, retourne en force, retourne en espérance, la plus grande des espérances. C'est la croix. Et que quand vous avez traversé ça, vous êtes capable de regarder avec lucidité le monde, ces choses négatives, mais en essayant d'y produire du sens. Quelquefois, remarquez-le, et je voudrais finir là-dessus, quelquefois, c'est en faisant des petites actions sensées, mais qui semblent même microscopiques, au niveau local, hein, parce que qu'on transforme les choses par l'exemple. Hein. Moi j'aime bien cette phrase de Lao Tzu, le sage chinois, hein, qui dit, je vais dire le citer avec l'accent, plutôt que de fulminer contre les ténèbres, il vaut mieux allumer une lumière. Ah. Il est l'heure, non? Pratiquement. Pas encore? Quelques questions. C'était pas mal de finir sur la route. Oui, En fait, c'est pas une question, ça va rejoindre ce que vous venez de dire. Je constate, moi je suis une grande pessimiste, hein, mais je cultive l'espérance aussi. Génial. Voilà. Ce que je vois, c'est en lisant une certaine presse, finalement, je constate qu'il y a un mouvement, alors on dirait de la société civile, mais c'est vrai, en fait, il y a énormément de gens qui se coltent à la proximité et qui prennent des initiatives. Alors, on pourrait se dire que c'est une forme de repli parce que tout le monde est un peu désespéré par le monde politique et on a l'impression que les politiques sont paumés. Et du coup, que faire? Enfin, il faudrait refaire, on dit qu'il faut refaire de la politique, mais comment? Mais il y a beaucoup de gens qui, grâce à Internet, je vois plein de choses qui se montent et des jeunes, en fait, des jeunes finalement. Et quelque part, ça fait espérer, enfin, on peut espérer, disons.
Je me raccroche à ça, moi, personnellement. Ben, c'est bien, c'est pas non, mais il faut aussi se méfier, si vous voulez, notamment dans les phénomènes de presse et de médias, que par définition, on va valoriser les choses qui ne vont pas plutôt que les choses qui vont bien, bon, ça c'est évident, et qu'on va surtout écraser tous les éléments un peu personnels, un peu réels, pour des espèces de discours globaux. Hein, vous savez, vous connaissez tous ça. Les gens qui disent « je suis prof, hein. Oh, les profs, ils sont nuls, ils travaillent pas beaucoup, ils pensent qu'à leur loisir, etc. Ils n'ont pas d'autorité. » Mais nos enfants, ils ont eu des profs formidables. Les politiques, je ne sais pas si c'est le cas à Château, voilà. Les politiques, tous des pourris. Mais notre mère, c'est quelqu'un de bien. Autrement dit, cette attitude qui fait qu'on est pris dans des raisonnements globaux, généraux, etc., au lieu d'être attentif aux personnes et au réel, en fait. Et du coup, on est conduit à voir le réel par le bout qu'on ne peut pas saisir. Parce que, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais transformer du jour au lendemain Google, aucun d'entre nous ne peut le faire. Et du coup, on rumine des sentiments négatifs sur des réalités qu'on ne peut pas changer. Au lieu de prendre les choses par le bon bout, et qui consiste, parce que c'est ça la réalité, c'est le rapport à des personnes situées ici et maintenant, dans nos relations, et à partir de ces relations vers le bout du monde, de prendre les choses par le bout qu'on peut transformer. C'est-à-dire d'abord par nous-mêmes, je peux regarder les choses autrement, je peux changer mon regard, je peux regarder positivement quelque chose, et je peux surtout agir là où je suis pour introduire du sens. Et cette idée que c'est par la contagion des petits actes, hein, quand vous pensez le nombre de gens que Jésus a approchés dans le monde, c'est nul. Non mais, quand vous y pensez, Fils de Dieu, le nombre de personnes qu'il a approchées, le nombre de miracles qu'il a fait dans quel environnement physique sur la terre, quand même pas terrible. N'empêche que, en transformant et en bouleversant les rapports humains là où il était, en introduisant une logique radicalement différente là où il était, il a embrasé le monde par contagion. Et que du coup, ça introduit pour chacun d'entre nous, là où nous en sommes, une manière de prendre les choses par le bon bout, qui consiste là où nous sommes, à transformer les choses. Si la logique Google ne va pas, comment je fais pour là où je suis être dans une autre logique? Et vous savez, vous parliez d'Emmaüs, vous pouvez penser au slogan du Secours catholique, c'est à tous on peut tout. Bon ben voilà, si chacun d'entre nous est mis en mouvement pour une transformation là où il est, à ce moment-là on peut imaginer que ça soit contagieux. C'est ce que je nous propose, vous voyez, et de changer, vous voyez, chaque matin, je suis dans mon temps, et c'est une aubaine d'être dans ce temps. C'est comme notre âge, hein, on peut pleurer 100 ans sur le fait qu'on a l'âge qu'on a. Ou on peut essayer, à partir de l'âge qu'on a, développer les ressources qu'on possède. Oui. Ça me fait penser au colibri de Pierre Rabhi. Ah ben oui, allez-y, développez-le pour tout le monde. Allez-y. Ouais, je pense que tout le monde... Mais non, tout le monde Pierre sait Rabhi est venu à Château. Super. Alors allez-y. Mais ça, vous connaissez tous. Mais non, on ne connaît pas tous. Il y a un grand incendie dans la forêt et tous les animaux fuient éperdus. Et il y a un colibri qui va chercher dans une barre d'eau avec son bec et puis qui va le verser sur l'incendie. Et il y en a un il y a d'autres qui le voient faire ça et disent mais ça sert à rien ce que tu fais. Ils disent peut-être, mais moi je fais ma part. Et voilà. Merci. Non, merci à tous d'être venus assister à cette conférence. On va arrêter les questions ici.
Donc j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Alors il vous a été suggéré à 2-3 occasions que c'était un cycle et qu'il y avait d'autres conférences à venir, notamment la prochaine qui a déjà été bien dévoilée. Donc il sera sur les flux migratoires dans l'histoire par Véronique Albanel le 2 février. Donc ça sera un éclairage philosophique, géopolitique, donc qui nous aidera à mieux comprendre où est l'aubaine dans ces flux migratoires. Le 2 février. Donc toujours dans les mêmes dispositifs. C'est la Chandeleur, non? Voilà. Donc nous vous remercions. À la sortie, il y aura un petit panier pour les frais. Et je vous remercie encore à tous d'être venus. Et bien sûr à M. Caron d'avoir beaucoup éclairé, une aubaine de nous avoir.